Le 10 octobre 2025, à Ouagadougou, un grondement métallique fendit l'air chaud. Les moteurs chinois brisaient un silence de dépendance. Ce n'était pas seulement une livraison d'armes, mais un basculement symbolique. Ibrahim Traoré, sans discours ni drapeau, redéfinissait la souveraineté en actes. Là où l'Afrique attendait l'autorisation d'agir, il choisit la responsabilité. Ce geste fit trembler l'ancien ordre et révéla une idée simple. La liberté se conquiert sans témoin. Mais jusqu'où peut aller une nation qui décide seule? Ibrahim Traoré incarne-t-il la preuve que la dignité précède toujours la puissance? Ce qui s'est ouvert ce jour-là dépasse le simple achat militaire. C'est la promesse d'un continent qui veut respirer par lui-même. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté d'acquérir 6 VN-22B et 14 obusiers. Il a posé une question brûlante. Jusqu'où peut aller la liberté sans tomber dans l'isolement? Le pari est immense. Transformer la dépendance héritée en puissance choisie. Pour le Burkina Faso, l'enjeu n'est pas de remplacer une tutelle par une autre, mais de démontrer qu'un pays africain peut s'armer sans se renier. La réussite ouvrirait une voie pour tout le Sahel, celle d'une souveraineté lucide, disciplinée, consciente de ses limites. Mais chaque promesse porte une dette implicite, la capacité de rester fidèle à ses principes quand la pression monte. Ibrahim Traoré le sait, le moindre écart pourrait dissoudre la confiance acquise. Le monde observe, partagé entre scepticisme et admiration. La mini-révélation survint sans éclat. 6 véhicules VN-22B, 4 SR5, 14 obusiers, 16 pièces tractées. Des chiffres secs qui, mis côte à côte, dessinaient pourtant une bascule historique. Pour la première fois depuis des décennies, un État sahélien n'attendait plus l'autorisation de se défendre. Avant octobre 2025, la France fermait ses bases, les États-Unis redéployaient leur budget, l'Europe comptait ses priorités. Dans ce vide, le Burkina Faso de Ibrahim Traoré restait seul, encerclé, épuisé. L'arrivée du convoi chinois ne fut annoncée par aucune fanfare, aucun drapeau, juste la poussière, le bruit des chenilles et ce sentiment d'assister à quelque chose d'irréversible. Ce silence, loin d'être une faiblesse, fut la première démonstration de force, agir sans demander. Le choix de la Chine ne traduisait pas une provocation, mais un pragmatisme assumé. Le coût de l'inaction avait dépassé celui du risque. C'est ainsi que naît une vérité nouvelle. La souveraineté ne s'obtient plus dans les sommets diplomatiques, mais dans les hangars où l'on charge les camions. Le vrai changement ne s'est pas produit dans les chancelleries, mais dans le regard d'un continent qui cesse de supplier. Ibrahim Traoré devint alors le miroir d'une Afrique qui s'expérimente elle-même. En quelques jours, les jeunes officiers burkinabés virent en lui un chef qui choisissait la responsabilité avant la reconnaissance. Les chancelleries occidentales parlèrent de dérive sur le terrain, les villageois parlaient d'air retrouvé. Ce contraste entre peur et soulagement résume la fracture d'un monde. Et si, derrière ces chiffres, se cachait la première équation d'une indépendance durable, celle où la discipline remplace la dépendance. Au cœur de cette transformation, un homme incarne la ligne de crête entre autonomie et excès, Ibrahim Traoré. Sous son commandement, les premières semaines après la livraison chinoise furent des fois décisives. Les convois blindés sécurisèrent plusieurs axes du Nord, rouvrant des écoles et des dispensaires jusque-là abandonnés. Dans chaque village repris, la victoire se mesurait moins en kilomètres qu'en confiance retrouvée. Ce mouvement n'avait rien d'une démonstration de puissance. Il s'agissait d'un apprentissage collectif. Redéfinir la protection comme un devoir, non comme un privilège.
Les soldats mieux équipés se voyant enfin comme des acteurs d'un destin national. Sur le terrain, les civils observaient une différence tangible, les patrouilles reprenaient, les marchés renaissaient. Les chancelleries occidentales, elles, redoutaient une dérive autoritaire. Les observateurs africains y lisaient au contraire une affirmation de dignité. Ce décalage d'interprétation reflétait la fracture entre ceux qui commentent et ceux qui subissent. Ibrahim Traoré, dans ce tumulte, resta silencieux. Il savait que la cohérence des actes vaut plus que la rhétorique. Ainsi se dessinait un nouveau prisme, un leadership qui ne cherche ni applaudissements ni excuses, mais des résultats mesurables. Chaque décision de terrain devenait une réponse à la question posée depuis le premier jour. Peut-on choisir ses alliés sans renoncer à soi? Le tournant prit corps dès la mi-octobre 2025. Les convois chinois, escortés par des unités burkinabées, traversèrent Ouagadougou dans un silence calculé. Aucun discours, aucune banderole, juste le grondement régulier des moteurs. Ce fut le moment où l'histoire se mit à basculer sans qu'aucune caméra n'en saisisse la portée. Pour Ibrahim Traoré, ce silence valait manifeste. L'action devait parler avant les mots. Les VN22B furent déployés dans les provinces du Nord, là où les attaques djihadistes avaient vidé les villages. Les premiers rapports militaires mentionnèrent une baisse de 23% des incidents en moins de 2 mois. Ce chiffre, modeste en apparence, révélait une rupture. L'État reprenait l'initiative. Sur le terrain, la population salua ce souffle nouveau. Là où la peur dictait les nuits, les marchés rouvraient. Dans un discours bref, Ibrahim Traoré parla de rendre au pays la capacité d'agir. Les images de blindés circulèrent aussitôt sur les réseaux africains. Les commentaires s'embrasèrent. Enfin, un pays qui ose dire non sans crier. Le message se propagea au Mali, au Niger, au Tchad. La souveraineté pouvait se vivre sans permission. Les chancelleries occidentales réagirent autrement. Paris dénonça une infiltration chinoise. Washington parla de risque de dépendance. Pékin, lui, resta muet. Une photo, une poignée de main, aucun communiqué. Dans ce mutisme calculé résidait la véritable stratégie. Laisser les faits parler d'eux-mêmes. Pourtant, tout ne fut pas triomphal. Les ONG suspendirent plusieurs programmes. Les flux financiers ralentirent. Le gouvernement dut improviser un plan d'austérité pour compenser la perte d'aide internationale. Mais cette contraction économique renforça paradoxalement le discours d'autonomie. Le sacrifice devenait preuve de sincérité. Dans les semaines suivantes, la coordination entre unités s'affina. Les patrouilles mixtes sino-burkinabées réduisirent de 15% les pertes logistiques et permirent de redéployer 200 soldats vers des zones de civils. Ce gain opérationnel transforma la puissance mécanique en reconquête humaine. Des écoles rouvrirent, des dispensaires fonctionnèrent à nouveau, des marchés se repeuplèrent. Le contraste avec les années précédentes était saisissant. Là où l'inaction dominait, l'efficacité commençait à s'imposer. Ce basculement, discret mais réel, matérialisait le pari d'Ibrahim Traoré, que la souveraineté puisse être méthodique, mesurable, disciplinée. Le pays cessait de réagir, il commençait à planifier. Dans ce calme tendu, un nouveau ton politique apparut. Moins de slogans, plus de protocoles, moins d'attentes, plus d'évaluation. À chaque réunion, les officiers citaient une même phrase du président. Le courage ne suffit pas, il faut la méthode. Ce leitmotiv devint doctrine. Ainsi, au terme de ces premières semaines, le Burkina Faso n'avait pas seulement reçu du matériel, il avait acquis un rythme. L'histoire, jusque-là écrite à la marge, reprenait au centre. Et derrière la mécanique froide des chiffres, un peuple redécouvrait la possibilité de durer.
12 mois après la première livraison, les indicateurs dessinèrent une tendance nette. Dans les zones équipées de matériel chinois, le taux d'incident sécuritaire diminua de 27%. Ce chiffre, isolé, ne dit pas tout, mais il rompt avec la stagnation des années précédentes, où la violence progressait de 10% par semestre. Ce progrès mesurable montrait une réalité. Là où l'aide étrangère dictait le tempo, l'autonomie opérationnelle a inversé la courbe. Une autre donnée émergeait, une réduction de 15% des pertes logistiques, résultat direct des véhicules capables de parcourir les routes du Nord sans escorte étrangère. En chiffres absolus, cela représentait environ 200 soldats redéployés vers des zones civiles. Chaque patrouille transférée devenait un symbole. La force publique retrouvait la mobilité et, avec elle, la crédibilité. Ce simple gain technique se traduisait en bénéfice social. Routes sécurisées, écoles rouvertes, villages reconnectés. Par ailleurs, une continuité politique se dessinait. Alors que trois gouvernements voisins vacillaient, Ouagadougou conservait une stabilité institutionnelle. Ce n'était pas le signe d'un pouvoir rigide, mais d'une cohérence nouvelle entre le discours et l'action. Les réformes militaires annoncées par Ibrahim Traoré après la tragédie de Solenzo furent suivies d'une réorganisation logistique sous supervision conjointe sino-burkinabé. Moins de slogans, plus de procédures. Ces chiffres modestes, mais concrets, prouvent une chose. La discipline produit des résultats mesurables. Le pays apprenait à gouverner ses moyens avant de gouverner ses ambitions. Ce changement de rapport entre puissance et méthode marqua la véritable victoire du programme. La force ne résidait plus dans le nombre d'armes, mais dans la cohérence d'un système. Pourtant, Ibrahim Traoré restait prudent. Il reconnaissait que l'efficacité militaire ne garantit ni la paix politique ni la cohésion sociale. Derrière chaque progrès, il voyait un risque, celui que la confiance devienne excès. La puissance doit rester au service du peuple, répétait-il à ses officiers. Le succès mesurable n'est qu'un seuil. Le vrai défi commence après. Sur le terrain, certains observateurs confirmaient l'effet d'entraînement. Des unités voisines adoptaient le même protocole de transparence et de traçabilité des opérations. Le ministère de la Défense publia un premier rapport public inédit dans la région. La vérité, même partielle, remplaçait la rumeur. Ce n'était pas encore la victoire, mais un point de bascule. L'armée burkinabé cessait d'être un simple instrument pour devenir une institution qui s'évalue. L'expérience chinoise, souvent caricaturée, révélait ainsi une efficacité inattendue. Coopérer sans se soumettre. Les données n'étaient plus des ornements politiques, elles devenaient la grammaire d'une souveraineté rationnelle. Toute révolution porte ses critiques, et le virage du Burkina Faso n'échappe pas à la règle. Les diplomaties occidentales avancent un premier argument. Ce partenariat avec la Chine ne serait qu'une dépendance inversée. Derrière la rhétorique de souveraineté, disent-elles, se cacherait un nouvel ancrage géopolitique où Pékin gagnerait en influence à bas coût. Les lignes de crédit, les formations et les livraisons d'équipements créeraient une tutelle déguisée. Leur logique s'appuie sur l'histoire. Les empires changent, mais les rapports de force demeurent. Selon eux, Ibrahim Traoré risquerait d'échanger une obéissance contre une autre. Ce raisonnement, cohérent sur le papier, ignore pourtant les conditions réelles du terrain, car dans un contexte d'abandon occidental, refuser l'aide chinoise revenait à choisir la défaite. Les intellectuels africains formulent une seconde critique, plus intime. La quête de puissance pourrait occulter la justice sociale. Ils rappellent que les armes ne guérissent ni la pauvreté, ni les fractures ethniques. Une souveraineté armée sans équité intérieure n'est qu'un mirage. Leur inquiétude tient en une phrase:
Comment protéger un peuple si l'on oublie de l'écouter? Face à ces objections, Ibrahim Traoré ne répond ni par le mépris ni par la dénégation. Il reconnaît la validité partielle des deux positions et les retourne en leçon. Oui, tout partenariat comporte une part de risque. Non, ce risque ne doit pas justifier l'immobilisme. Sa stratégie consiste à faire de la critique un aiguillon, non une condamnation. Le débat, dès lors, ne se résume plus à un affrontement Est-Ouest, mais à une confrontation entre deux visions du respect, celle qui se proclame et celle qui se prouve. Dans cette tension féconde, le Sahel cherche sa maturité. Et peut-être est-ce là la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré. Transformer la dépendance en dialogue et le soupçon en exigence. 8 secondes d'image, pas un mot. Cette courte séquence où Ibrahim Traoré se tient immobile aux côtés d'un officier chinois suffit à condenser un renversement symbolique. Dans ce regard d'égal à égal, l'Afrique cesse de se percevoir comme élève devant le maître. Ce n'est plus seulement une affaire de blindés ou de diplomatie, mais un basculement intérieur, la fin du complexe de la permission. Ce moment, banal en apparence, fut un tournant psychologique. Pour la première fois, un dirigeant sahélien ne demandait pas l'appui du monde, il le redéfinissait. L'équilibre du besoin et de la négociation venait de s'inverser. Ce n'était plus la main tendue d'une demande, mais celle d'un accord. Le pouvoir change rarement par décret, mais par posture. Quand un peuple cesse de dire merci et commence à dire assez, il réécrit son histoire. Le Burkina Faso, à travers ce silence, affirmait sa voix, celle d'une région qui enfin se parle à elle-même. Les effets du virage burkinabé se firent sentir presque immédiatement, bien au-delà du champ militaire. Dans la sphère nationale, le premier changement fut moral. Les jeunes soldats, longtemps démoralisés, retrouvèrent confiance. Les opérations conjointes dans le Nord réduisirent la pression sur les civils, permettant à des milliers de familles déplacées de regagner leur village. Un rapport interne évoqua la reprise de 42% du territoire contre moins de 30% un an plus tôt. Un progrès symbolique autant que stratégique. La population, prudente, ne parlait pas encore de victoire, mais d'un souffle retrouvé. Le nom d'Ibrahim Traoré circulait désormais comme celui d'un homme qui avait osé là où d'autres avaient attendu. Dans les rues de Ouagadougou, son portrait côtoyait les drapeaux burkinabés, non comme culte, mais comme signal d'appartenance. Dans la sphère diplomatique, le basculement fut tout aussi visible. Les visites officielles se déplacèrent vers l'Est, Bamako, Niamey, Alger. L'Alliance des États du Sahel, AES, prit forme, transformant un réflexe de survie en projet politique. Les blindés chinois, jadis symboles d'une dépendance potentielle, devinrent les premiers éléments d'une défense mutualisée. Pour la première fois, l'Afrique construisait une sécurité fondée sur elle-même. Sur le plan économique, les effets furent contrastés. Certaines aides occidentales furent suspendues, provoquant une contraction budgétaire. Mais, simultanément, les investissements chinois doublèrent en 6 mois, ciblant les infrastructures routières et minières. L'équation était claire. Moins de dépendance, plus de pragmatisme. Le Burkina Faso perdait des bailleurs mais gagnait des partenaires. Dans la sphère idéologique, enfin, un nouveau récit prit forme. Universités, médias et cercles de réflexion évoquaient désormais le tournant burkinabé comme une rupture historique. Le Sahel cessait d'être un laboratoire de misère pour devenir un terrain d'expérimentation politique. Et au centre de ce récit, Ibrahim Traoré incarnait une idée rare, celle d'un dirigeant africain qui prouve son indépendance par les actes, non par les discours. Ce nouveau paradigme n'était pas triomphaliste, il demeurait fragile, mais il fissurait une croyance enracinée, que l'Afrique ne peut se défendre qu'en obéissant. Désormais, la question n'était plus si le continent pouvait se relever,
Mais comment il choisirait de le faire et à quel prix? L'avenir du Burkina Faso s'écrit désormais à la croisée de trois trajectoires possibles. D'abord, une continuité prudente, une stabilité soutenue par la discipline militaire et la coopération régionale. L'alliance des États du Sud et Nord des États du Sahel consolide ces structures communes, tandis que la Chine maintient un soutien logistique sans interférence directe. Les progrès sont tangibles mais fragiles. Une économie ralentie, une diplomatie sous tension, un équilibre qui dépend de la vigilance d'Ibrahim Traoré. Ensuite, un scénario optimiste. Les réformes militaires inspirent d'autres pays sahéliens, l'AES devient un cadre de mutualisation durable. Les investissements sino-africains se diversifient vers l'énergie et l'agriculture, générant emplois et infrastructures. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une méthode de développement. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso devient laboratoire de maturité politique. Traoré, sans triomphalisme, incarne un continent qui apprend à décider sans permission. Enfin, un scénario pessimiste. Une bavure militaire, une tension ethnique, un malentendu diplomatique suffiraient à fissurer la confiance. Les puissances extérieures reviendraient sous couvert de médiation, réimposant leur cadre. Les chars chinois deviendraient alors témoins silencieux d'une indépendance avortée. Dans cette hypothèse, la souveraineté se dissoudrait dans la précipitation et le doute. Entre ces trois lignes, une vérité commune. La stabilité du Sahel dépend moins des armes que de la capacité à maîtriser la victoire. Conquérir fut un acte bref. Gouverner la liberté sera un travail sans fin. Ibrahim Traoré le sait mieux que quiconque. Les 12 prochains mois diront si cette révolution silencieuse devient un modèle ou une parenthèse. Au-delà des bilans et des discours, l'histoire du Burkina Faso touche chaque spectateur par ce qu'elle réveille d'universel. La liberté, ici, n'est pas une idée abstraite. C'est la peur qui recule, la dignité qui revient. Dans les villages du Nord, des femmes reprennent le marché chaque matin malgré la poussière et le danger. Dans les bases reconstruites à la hâte, les jeunes soldats dorment peu, mais croient enfin que leur fatigue a un sens. Ibrahim Traoré comprend que l'émotion publique n'est pas un outil, mais une force collective. Il parle rarement, mais chaque mot pèse. La souveraineté n'est pas un cri, c'est une discipline. Ce ton sobre, presque ascétique, contraste avec la rhétorique enflammée des régimes passés. C'est peut-être cette retenue qui lui confère un pouvoir symbolique, faire sentir plus qu'il ne promet. Pour les observateurs étrangers, cette transformation est aussi un miroir. Que faisons-nous de notre liberté quand nous la tenons enfin? La gardons-nous jalousement ou la partageons-nous pour qu'elle grandisse? Le Burkina Faso offre une réponse implicite. La liberté n'a de valeur que vécue ensemble. Dans cette communion fragile entre le chef et son peuple, une certitude s'impose. Le courage est contagieux. Et lorsqu'un pays, même petit, retrouve la cohérence de ses actes, il réveille la mémoire de tous les autres. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a compris qu'aucune victoire ne dure sans méthode. C'est pourquoi une vision claire guide désormais ses pas. Chaque unité formée avec les conseillers chinois suit un protocole de commandement strict, traçable et vérifiable. Transformer des soldats en institutions, c'est donner à l'armée une mémoire collective. Les bilans civils et militaires des opérations sont publiés régulièrement. La vérité, même inconfortable, vaut mieux que le silence qui nourrit la méfiance. Dans les académies militaires, un enseignement sur la guerre juste africaine insiste sur la proportionnalité et la protection des civils. La force n'est rien sans éthique. Les ressources de l'Alliance des États du Sahel, renseignement, logistique, communication, sont mutualisées afin que chaque victoire nationale renforce la région entière. Enfin, le progrès se mesure par des indicateurs concrets. Villages sécurisés,
enfants scolarisés, routes rouvertes. Un succès qui ne se compte pas finit toujours par s'effacer. Ces principes traduisent la vision d'un État qui apprend à durer. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre, il s'organise pour prospérer. Et dans ce processus patient, Ibrahim Traoré ne cherche pas la gloire mais la stabilité. Au crépuscule de Ouagadougou, les véhicules chinois dorment sous la poussière, mais un drapeau burkinabé flotte encore au vent. Ce tissu brûlé par le soleil, brandi autrefois par Ibrahim Traoré, est devenu bien plus qu'un emblème, la mémoire d'une résistance tranquille. Là où beaucoup cherchaient la victoire dans les chiffres, lui l'a trouvée dans la constance. Ce symbole résume un chemin, celui d'un peuple qui a appris à marcher sans appui. Dans le silence du soir, les soldats de garde savent que leur mission dépasse le champ militaire. Ils protègent désormais une idée, celle qu'un pays peut tenir debout même dans le vent contraire. L'histoire jugera peut-être ce pari avec nuance, mais une chose restera, l'audace d'avoir agi avant d'être prêt. Car c'est parfois dans la poussière, loin des projecteurs, que naissent les révolutions durables. Ce récit n'est pas clos. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse les chars et les traités. C'est la naissance d'un langage nouveau entre l'Afrique et le monde. Dans ce langage, le respect vaut plus que l'aide, la parole donnée remplace les promesses différées. Ibrahim Traoré ne prétend pas avoir changé le destin du continent, mais il a rouvert la possibilité d'y croire. Son geste, mesuré et silencieux, a rappelé qu'un pays peut se reconstruire sans se renier. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est une discipline quotidienne. Et à toi, spectateur, cette histoire s'adresse aussi. Que fais-tu de ta liberté lorsque tu la tiens? La gardes-tu jalousement ou la partages-tu pour qu'elle grandisse? Le Burkina Faso, en choisissant d'agir plutôt que d'attendre, a donné sa réponse. Peut-être la tienne commence ici, dans l'écoute, dans le respect, dans le courage tranquille d'un peuple qui marche droit.